story is it's good for today. You know, it's about fascism. You know, as you know, it's trendy these days. Pinocchio, on commence à connaître. Ça fait bientôt 150 ans qu'on en bouffe à toutes les sauces bolos, sans interruption, sous tous les formats. Et je compte pas les variations sur le thème. J'ai compris la référence. C'est à se demander ce qu'il peut bien y avoir encore à faire dire à cette marionnette, et pourtant, rien que l'année dernière, on a encore eu au moins 2 versions ciné. C'est un pilier de la culture populaire, tu connais, je connais, ton grand-père Ambroise connaît, ta nièce Clafoutine connaît, tout le monde connaît. Ou peut-être que non. Peut-être qu'on vous a manipulé à coups de jolies petites histoires pas si innocentes. Et peut-être qu'on vous a toujours menti, depuis votre plus tendre enfance. Et c'est pas joli de mentir. Alors aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Pinocchio, c'est pourtant pas compliqué. C'est une marionnette créée par le menuisier Geppetto qui prend vie grâce à la fée. Je vais pas vous raconter Pinocchio. Vous avez compris, faut pas mentir, faut écouter ses parents, aller à l'école, faut pas fumer, picoler ou avoir de mauvaises fréquentations. Bref, un bon vieux conte moral pour inculquer des leçons à nos chers bambins. La métaphore n'est même pas particulièrement cryptique, un peu comme le petit chaperon rouge ou boucle d'or. Je suis pas une marionnette, je suis un vrai petit garçon. Si je veux devenir un vrai petit garçon, je suis pas les monsieur bizarres dans la rue, je mets pas mes mains sur les portes qui risquent de me pincer très fort. Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est vert. Le but premier, et ce dès son ouvrage original, semble donc être éducatif. Un manuel sur comment grandir, enrobé dans les palpitantes aventures d'une marionnette dans laquelle les gamins vont se projeter comme on mettrait un médoc dans de la compote pour faire mieux passer. Et façonner de vrais petits garçons à partir du bois brut de l'enfance à l'aide des outils du récit. Sauf que non. En fait, si, complètement, mais pas que. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est à l'origine un ouvrage italien, Les Avventure di Pinocchio. Vinche, t'arrêtes ça tout de suite par contre. Les aventures de Pinocchio étaient publiées en feuilleton dans des revues, effectivement, à destination de la jeunesse, avant de devenir un roman. Cependant, la personne qui se cache derrière le nom de plume Carlo Collodi, j'ai fait ça avec mes mains. Carlo Collodi. C'est en fait le journaliste et critique Carlo Lorenzini. Quand il écrivait pas des histoires pour les ch'tins enfants ou combattait sur le front des guerres d'unité italiennes, il s'avérait un commentateur politique de son époque habitué à la satire. Une plume au vitriol, le poil à gratter des puissants, pourfendant de sa verve la politique éducative du gouvernement d'Agostino De Pretis ou les velléités de Jérôme Bonaparte sur le trône de Toscane. Oui, parce qu'on est fin 19e là. Puis alors l'Italie à ce moment-là... C'est un bordel. C'est pas le sujet, l'important à retenir, c'est qu'on est dans un pays en construction. Ce personnage brut de décoffrage, pas éduqué, qui découvre la société moderne, ses vices, ses normes, il ne représente pas que les enfants, mais également les paysans qui arrivent du sud rural et se confrontent au nord en voie d'industrialisation. Et au final, cette histoire est pas si prescriptive qu'on pourrait le croire. Elle met ça en scène avec des formes de culture populaire comme le feuilleton, le récit d'aventure et le théâtre de marionnettes. Il y a une vraie dimension satirique et de commentaire social, dans la même lignée qu'on connaît ici avec Guignol, tout simplement parce que c'est à Lyon, sous l'influence de l'Italie toute proche. Jean Moulin et Guignol dans la nouvelle comédie des studios Disney. Des nazis, ils sont une bonne dizaine. Va falloir les prendre de revers, Guignol. Une vraie tradition qui s'est perpétuée jusque dans les guignols de l'info. Enfin, perpétuée jusqu'à ce que Bolloré décide de censurer tout ce qui ne plaît pas et de zigouiller le peu qui nous reste de traditions populaires subversives. Mais bref, une dimension qui fait que dans l'original, il y a plus d'ironie et que c'est plus ambigu moralement que l'image qu'on en a. Même les trucs comme le nez qui s'allonge quand il ment, ça n'y est pas si central et ça s'est imposé après. Parce que justement, ce côté à la fois très fable et très ambigu, ce côté très populaire et domaine public, c'est ça qui en fait un excellent matériau à réinterprétation, réadaptation, recontextualisation. Ça a même tout de suite donné tout un sous-genre de récit italien autour de l'archétype du burattino, la marionnette, qui vient de la commedia dell'arte. Et l'image qu'on a de Pinocchio, au final, du fait de son poids culturel hégémonique, c'est beaucoup la version Disney. Bien sûr, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Si vous vous en souvenez, c'est très peu ambigu. Il enchaîne vraiment les leçons pour apprendre comment être un bon petit garçon, et dès qu'il fait un truc qu'il faut pas, ça te passe l'envie, c'est juste terrifiant.
Vraiment, c'est l'équivalent de « fais pas une grimace, sinon tu vas rester bloqué », mais en chef-d'œuvre de l'animation. Et en parlant de terrifiant, il y a toujours ce fond de commentaire social, cette histoire de basse classe sociale. Parce que tout ce qui est montré comme horrible, les trucs où il faut pas aller quand t'es un garçon bien élevé, les comportements qu'il faut pas adopter, les activités qu'il faut pas avoir, c'est des trucs de prolo. C'est l'éthos prolétaire, voire lumpen prolétaire dans les yeux de l'honnête citoyen, pour le dire en des termes plus académiques. Ethos, le mousquetaire. J'espère que j'ai bien utilisé le concept, sinon Moni va me fâcher. C'est pas si évident parce que c'est au niveau de l'imagerie que ça se passe, hein, et des valeurs qui habitent le film. C'est même pas forcément conscient. C'est vraiment une histoire de mentalité de l'époque, de perception du monde, qui se retrouve dans les œuvres. Mais c'est totalement ça, hein. Quand tu représentes des mauvais garçons en haillons avec des bérets casquettes, qui traînent dans la rue, dans des bars malfamés, qui fument, qui sont mal élevés, qui ont pas une bonne éducation, livrés à eux-mêmes, à l'exploitation, aux vices, aux activités interlopes, des vauriens, de la canaille, quoi. Eh ben, c'est ça que tu représentes, surtout à l'époque. Le véritable message du film est que céder au plaisir de la classe ouvrière, au spectacle vulgaire, aux bars à billard et aux fêtes foraines mène à une vie de bête de somme. Les choix faits par chacun déterminent ce sort. Le film véhicule les vertus de la classe moyenne, naturalisées comme l'expérience de l'américain moyen, la gratification différée, l'abnégation, se montrer économe et persévérant. On a vraiment cet imaginaire qui est justement très lié à l'industrialisation, ce côté classe laborieuse, classe dangereuse, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est d'accord. Pinocchio, ça a l'air d'être un conte moral des plus simples, un manuel de comment devenir un vrai petit garçon. Mais ça soulève une autre question, beaucoup moins simple. C'est quoi un vrai petit garçon? C'est tout à fait normal de trouver ça dans un Disney, hein, dans des films qui ont toujours plutôt mis en avant des valeurs de classe moyenne ricaine, éduquée, travailleuse, très protestante, voire puritaine carrément. Il a pu investir ce schéma à sa sauce, avec ses valeurs, comme il le faisait avec tous les contes qu'il s'est réappropriés. Et on sait avec quelle efficacité, vu comment sa position d'hégémonie culturelle imposait ses adaptations comme la version dominante. Oui, parce que vous avez peut-être connu comme moi avec la VHS, hein, mais le Pinocchio de Disney, pour rappel, c'est 1940. Hein. Le critique Matt Ross voit là un message plus sinistre encore, relevant que Walt Disney lui-même se rendait régulièrement à des meetings du parti nazi américain durant la production du film. Il conclut que Pinocchio aurait tout à fait pu servir de film éducatif pour les jeunesses hitlériennes. Ah, salut Jean Moulmoul. Espèce de traître. Tu m'as trahi, tu es passé avec l'ennemi. À l'opposé de son accueil de Riefenstahl et de ses meetings avec les nazis américains, Disney s'est ensuite chargé de produire des films de propagande anti-allemande quand la guerre a commencé. Education for Death, The Making of a Nazi décrit le processus d'endoctrinement des jeunesses hitlériennes de manière quasi documentaire. Bon, d'accord. Alors, revenons à l'Italie. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 20, quelques décennies après la popularisation du personnage, il s'y est passé quelques petits trucs. Et puis là, tu vas traverser un portail interdimensionnel qui t'emmènera directement dans l'Italie fasciste de Benito Mussolini! Les fascistes, ils ont besoin d'imposer une nouvelle idéologie et pour ça, il leur faut imposer un nouveau narratif, de nouveaux récits. Entre autres, il leur faut façonner à coups de burin une identité nationale. Surtout qu'on l'a dit, on est dans un pays dont la construction politique reste relativement récente. Il y a cette figure très populaire du petit Buratino qui fait office d'héritage culturel, de trésor national. Une figure qui, pour ne rien gâcher, s'adresse aux gosses. Et l'enjeu de l'éducation des nouvelles générations, c'est une de leurs priorités, via la mainmise sur l'institution scolaire, la culture en général, mais aussi les fictions jeunesse. Cet héritage culturel, il ne leur suffit pas de le célébrer, ils doivent le réinterpréter, le modifier rétroactivement pour le plier à leur idéologie, comme ils le font avec un autre roman, le roman national. Comme le formule l'historien Adolfo Scotto di Nuzio, le traduire en langue fasciste. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Ce phénomène de récupération est assez stupéfiant à observer. Au début des années 20, cette idéologie cherche à s'imposer par la violence, le coup de force, notamment via des groupes de jeunes dont on glorifie des actions brutales. Nous voilà donc avec notre pantin dont on célèbre maintenant le côté tête brûlée dans sa version agressive, qui intimide ses adversaires de son long nez rappelant les armes des fascistes. Le manuel du parfait petit connard. Ouais, puis ils ont une spécialité, c'est de se mettre à 20 dans une rue avec les bras croisés et puis avec un air méchant en disant oui, c'est nous, la rue elle est à nous, c'est notre territoire. On est des fascistes, maintenant la rue elle est fasciste. On est chez nous. Voilà. C'est chez nous parce qu'on a croisé les bras. Ouais, c'est quoi mieux. Oh, territoire fasciste maintenant. Son comportement hostile devient une source de gag où on rit de ses victimes, sachant que cette version rigolote pour les petits correspond au même moment à des morts bien réelles dans la rue, des opposants ou des syndicalistes.
sur les tombes desquelles vont se fonder le régime. Il a même une némésis en la personne d'une autre marionnette qui représente les cocos. Et Geppetto est un ancien soldat qui a fièrement défendu sa patrie. Putain d'enculé de fasciste! Mais une fois ces joyeuseries bien installées aux manettes, hop, changement de braquet. Fini la glorification de l'insolence. Pinocchio doit rentrer dans le rang. Il semble que votre pantin soit un dissident. Un esprit affranchi, oserais-je dire. Son indiscipline fait de lui un rebelle dangereux et l'histoire devient une succession de leçons similaires à celles imposées par le régime dans les manuels scolaires auxquels il doit se conformer. On est plus proche de la version d'origine mais dépourvue d'ambiguïté et avec un système de valeurs bien différent. Devenir un vrai petit garçon, c'est suivre ce manuel du parfait petit fasciste. Bon, puis ensuite on trouve ce pauvre Pinocchio purement et simplement mobilisé au sens très littéral en tant que héros de la culture italienne dans des aventures bien conformes à l'idéologie du moment et tout particulièrement dans un de ses fondements, le colonialisme. Alors, qu'on s'entende, c'est vraiment une version de pure propagande, hein. Ça vaut pas un clou d'un point de vue littéraire et c'est retombé à sa juste place dans les poubelles de l'histoire. Mais des fois, il faut les sortir, les poubelles. Vous voyez qu'on peut toujours lui faire dire des nouvelles choses à cette histoire, pourtant toute simple. Du coup, nos 2 longs métrages de 2022, ils disent quoi? Bon, le premier, c'est un de ces remakes en prise de vue réelle que nous pond Disney de leur grand classique depuis quelques années. Honnêtement, je ne l'ai même pas vu, je m'en fous, vous devriez aussi, tout le monde devrait s'en foutre, et malgré l'amour que je porte à Zemeckis en tant que réal, je pense qu'une bonne partie des gens qui ont fait le film s'en foutent aussi. Et ça a coûté 150 millions de dollars cette merde. Le second, en revanche, c'est pas la même tisane. Ça fait presque 15 ans que Guillermo del Toro tient mordicus à faire sa version de Pinocchio en animation stop motion. Alors, stop motion, hein, pour rappel, c'est avec des marionnettes. Du coup, ça tombe bien, malin petit mexicain, des marionnettes donc qu'on anime image par image. Avant, vous savez, on disait animation pâte à modeler à cause de Wallace et Gromit et d'autres trucs du genre, même si en fait, c'est pas de la pâte à modeler. J'ai un fun fact à rajouter. Les studios Hardman qui font Wallace et Gromit, les fondateurs, ont fait manipulation financière pour léguer le studio à leurs employés. C'est hyper stylé. Bon, déjà, ça a un peu plus de gueule, hein, et alors là, par contre, c'est que 35 millions, et c'est pas du tout la même démarche. On n'est pas sur une pure exploitation commerciale pour réactiver des vieilles gloires et remettre une pièce dans la machine. Là, vraiment, ça lui tenait à cœur, et la raison pour laquelle ça s'est pas fait avant, que c'est rentré dans ce qu'on appelle un enfer de développement, c'est que Del Toro avait des idées très précises et voulait le faire exactement comme il l'entendait. We use different sizes of puppets for different needs. This is our Pinocchio to interact with the cricket. So we use this big Pinocchio, and then in certain shots, we use this small Pinocchio. Bon, au final, il a fallu que ce soit Netflix qui lui permette ça. Que voulez-vous? Alors, pourquoi il y tenait tant, Guillermo? Animation has become, in the minds of the consumers, a genre. But it also is an art form. And of all the art forms of animation, to me the most sacred and magical is stop motion. Because it's the bond between an animator and a puppet. You give life to it. And that is the highest art form. Si vous connaissez le bonhomme, aucune surprise, c'est du matériel à Del Toro. Déjà, on a toute son obsession pour l'enfance et le monde vu à travers les yeux d'un gamin. Ensuite, bien sûr, on a sa passion pour l'étrange, pour les monstres. Des monstres qui viennent incarner la différence, la marge, l'exclusion. Monstres qu'il adore et auxquels il s'identifie. The outsider aspect of Pinocchio is what attracted me to the story. I identify with outsider creatures like the creature of Frankenstein or Pinocchio, and having to figure out the world on your own. D'ailleurs, son Pinocchio a quelque chose de plus bizarre, hein, presque terrifiant parfois, alors qu'il apprend littéralement à devenir un humain. En fait, c'est pas compliqué. Il y a toujours plus ou moins cette idée avec lui que les monstres, au fond, sont empreints de beauté et que la véritable monstruosité se terre derrière la norme. Et à ce sujet, il a en quelque sorte reconnecté Pinocchio avec une partie de son histoire, sur un point qui fait aussi, manifestement, partie de ses obsessions. Dans Del Toro, il y a tout le temps des fascistes, t'as l'échine du diable, labyrinthe de Pan, c'est funkiste. Dans The Strain, la série, les méchants vampires, c'est des nazis. Dans Hellboy, il y a des nazis. Mais même en fait, dans La Forme de l'eau, le méchant, c'est un humain ultra réac, ultra conservateur, qui représente le gouvernement. Vous vous doutez bien qu'avec un angle pareil, on n'est plus tout à fait sur la même morale. On s'inscrit bien dans la tradition autour du personnage, peut-être plus que jamais, mais on continue à la réinterpréter. It's a retelling of a story you think you do know, but you don't know. Pinocchio is a movie that has a huge heart. It deals with who you are, staying true to yourself, and not having to change to be accepted. C'est à la fois le produit de cette histoire, mais ça pose un contre-discours, un contre-modèle, tant vis-à-vis du modèle d'origine que de la vision ultra dominante imposée par Disney. I saw the film as a kid. It affected me because Pinocchio saw the world the way I saw it, or it felt like that daunting,
full of lies and fraught with danger. Because I was a little bit enraged that people demanded obedience. So I've been wanting to make a movie about disobedience as a virtue. Résultat, on a un auteur qui prend une histoire qu'il a vraiment touchée, mais qui se la réapproprie pour dire autre chose. Il va chercher dans ce gamin naïf, indiscipliné et un peu chelou, sa propre approche plus libertaire. It subverts the moral underpinnings of the original fable, which is in order to be a real boy, you gotta change. This is about becoming a real boy by acting like a real human. J'ai voulu faire de toi quelqu'un que tu n'étais pas, quelqu'un d'autre, ne sois nul autre que toi-même. Par son innocence et son refus de se plier aux normes, Pinocchio résiste aux dictats des fascistes, de l'État, mais aussi de l'Église, de l'impérialisme guerrier ou d'une industrie perverse et mercantile du divertissement qui exploite sa différence pour se faire du pognon, ce qui doit particulièrement parler à un réalisateur comme Del Toro. Industrie du divertissement qui veut, elle aussi, se faire instrument de propagande, là où le petit bonhomme de bois va la subvertir. Et chose assez amusante, c'est pas du tout une première. En URSS, il y a carrément Tolstoï qui avait fait sa propre version, qui s'appelle Buratino, et qui, pareil, a donné lieu à plein d'adaptations. Et là-bas, c'était vraiment cette version qui dominait. Et ben, Buratino, c'est déjà un sacré pied de nez, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'il est présenté comme un héros pour ne pas suivre les règles, quitte à ne pas devenir ce vrai petit garçon. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Alors, je vais pas vous divulguer plus que ça la version de Del Toro, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Ce qui importe ici, c'est de voir à quel point la culture populaire, c'est un bien commun, elle s'investit et se mobilise de bien des manières, c'est pas un truc innocent ou sans conséquence, la culture c'est un enjeu, et ça serait con de la laisser tout entière tomber entre de mauvaises mains. Surtout en ce moment, et pas qu'en Italie. En attendant le mois prochain, arrivederci, et comme on dit aussi en italien... We have fascism in the world right now, but it looks nice, it has a good suit, it has a good smile, and no one talks bad about it, but it's still fascist. Let's find another way and a new way to slap people in the face and make them wake up a little bit. Be it horror, be it video games, be it whatever the fuck, That's the goal of war.